le temps d'aller du côté de la France pour joindre Antoine Glaser, journaliste, écrivain, consultant international. Il est en notre compagnie, il est en direct. Bonjour Antoine Glaser, bienvenue sur Film Guinée. Merci. Bonjour merci. À vous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Manu. Alors, Monsieur Glaser, vous avez suivi comme tout le monde évidemment cette première sortie du nouveau président en exercice de la CEDEAO, le Nigérian Bola Tinubu, qui ne semble pas vouloir faire bon ménage désormais avec les coups d'État, mais peut-être aussi avec les juntes actuellement à la tête de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. En tant que consultant, qu'est-ce que vous pensez d'abord de l'approche, ce discours de fermeté avec lequel il arrive? D'abord, je suis journaliste, je suis pas consultant. Mais en fait, son prédécesseur, il faut quand même se rappeler que, comme l'a dit un intervenant que j'ai entendu auparavant, il n'est pas le premier. Son prédécesseur également avait tenu des propos contre les coups d'État. Il avait même été très loin, parce que je me souviens qu'Oumaro Sissoko Embalo, il avait même été dire que ils allaient créer au sein de la CEDEAO une sorte des commandos spéciaux anti coup d'État. Donc on voit bien que c'est une diatribe qui n'est pas vraiment nouvelle, c'est une position au niveau du président de la CEDEAO. Mais la réalité, parce qu'il y a une réalité, la réalité c'est que la marge de manœuvre finalement du président nigérian est extrêmement étroite. Quel est le principal? Le problème, que ce soit au Mali, au Burkina ou en Guinée, sont des problèmes économiques et sociaux, et c'est des problèmes de transfert d'argent. Et là, on voit que le principal problème de ces trois pays, c'est surtout une question au niveau de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA. C'est pas au niveau de la CEDEAO que ça se joue. Donc, la marge de manœuvre de la CEDEAO en ce qui concerne des mesures de rétorsion, à mon avis, est extrêmement étroite. Et on voit bien que finalement, des pays de la région, que ce soit ce qui se passe au Côte d'Ivoire ou au Sénégal, qui sont finalement les pays clés pour les trois pays concernés, parce que c'est eux, pour ces pays qui sont enclavés, c'est eux qui sont les pays qui sont vraiment importants. Donc, je veux dire, si c'était le président Alassane Ouattara qui tenait ce propos, ça serait différent. Mais le président nigérian, on voit qu'à partir du moment où il y a toujours une zone franc et haute, la marge de manœuvre du président nigérian est extrêmement étroite. La seule chose qu'il faut quand même remarquer, qui est hyper intéressante, normalement c'est un pays d'Afrique francophone. On avait pensé au président Talon qui devait finalement prendre la tête de la CEDEAO. Et le président Talon, lui, le problème du Bénin, c'est aussi par rapport au Grand Nigeria. Et lui, il est très content d'avoir ce nouveau président. Donc, vous voyez que c'est des problèmes économiques et financiers et sociaux qui sont au-delà même des déclarations un peu comme ça guerrières. Bien, allez-y, Lincoln, avant Djaraï. Alors, le Nigeria reste la première puissance militaire et économique sur le continent, ça vous savez, et Tinubu connaît bien les rouages du pouvoir. Et est-ce que désormais, des présidents comme Alassane Ouattara, dans le pays, en tout cas, est frontalier peut-être au Nigeria, et d'autres ne peuvent pas être dans la même position, non, pas du tout. Bon, proche politiquement, je veux dire, bien, ne peut pas se rabattre sur Tinubu, qui est quand même issu d'un pays anglophone, où il y a moins de problèmes. Et d'ailleurs, il allait jusqu'à dire au président que tous ceux qui sont présents dans la salle sont des présidents élus démocratiquement. Donc, c'est le lieu pour tous de promouvoir la démocratie. Est-ce que finalement, sa politique ne pourrait pas attirer tous les autres présidents qui pourraient le suivre? Je crois pas. Je pense que tous les présidents de la région ont des problèmes économiques, sociaux, des problèmes des démographies qui font qu'ils vont d'abord regarder l'intérêt plus national que régional. On a bien vu les problèmes qu'il y a pu y avoir au moment avec l'éco, avec les problèmes de l'intégration monétaire et comment le président Alassane Ouattara avait beaucoup agacé les Nigérians
en décidant avec le président Macron de reporter l'intégration régionale et d'abord de faire une sorte d'intégration régionale de la zone franc avant d'aller au-delà avec le Nigeria. Donc je pense que il y a des déclarations effectivement, mais je vois mal un pays comme la Côte d'Ivoire s'aligner sur les positions du Nigeria. Il y a de façon latente, il y a toujours une sorte de rivalité. Il faut pas se leurrer. Le grand Nigeria qui représente 70% dans l'ensemble du PIB, etc., de la CEDEAO, les autres pays vont pas suivre. Encore une fois, le seul pays que je vois finalement plus proche du Nigeria, ça a vraiment changé, c'est vraiment le Bénin, avec le président Talon qui s'est rapproché vraiment depuis l'arrivée de Tinubu, parce que eux, ils ont vraiment des problèmes avec leur grand marché là qu'ils ont à la frontière entre les deux pays, et à ce moment-là, ça joue. Ils ont complètement changé aussi l'augmentation du prix des hydrocarbures au Bénin en s'alignant sur ce qui se passait à partir du moment le prix du pétrole, je veux dire des carburants au Nigeria n'étaient plus subventionnés. Les Béninois ont bien été obligés de suivre et d'augmenter également leur prix. Donc vous voyez, là par exemple, c'est un exemple concret. On voit bien qu'un pays frontalier du Nigeria, alors à ce moment-là, ce qui se passe au Nigeria les concerne réellement. Par contre, les déclarations, à mon avis, c'est une autre histoire. Bien. Antoine Glaser, journaliste à partir de la France qui intervient dans cette émission. Yaraïd, l'avant-dernière question. Faut-il prendre très au sérieux cette annonce qui sonne dans les pays en transition comme une sorte de menace? Ça, c'est la première. La deuxième, ce discours tel que pris, est-ce qu'il aura la même portée que ce qu'on a l'habitude de voir face à de telles annonces? Je pense que c'est une façon, encore une fois, d'abord, moi je suis le petit blanc des bords de Seine, hein, je suis pas au Nigeria, donc je pense que c'est des déclarations de principe extrêmement fortes. Il veut montrer qu'il va changer un certain nombre de choses et que le Nigeria, comme on dit, vous savez, les Américains qui disaient USA is back, là c'est vraiment le Nigeria is back, mais le président Tinubu, il a dit d'ailleurs en premier qu'il faut produire, qu'il faut que les Nigérians ils produisent pour le Nigeria, et il aura aussi un discours extrêmement nationaliste. Bon, qui va exister au niveau de la région, c'est normal. Finalement, il a à la place du Bénin, il a pris la présidence de la CEDEAO. Pour moi, c'est vraiment plus une affirmation diplomatique, régionale, et un discours plutôt vis-à-vis de l'extérieur. Encore une fois, je peux me tromper, bien évidemment, mais je vois pas vraiment une incidence au moment où justement les pays voisins des trois États concernés, Guinée, Mali et Burkina, au contraire, ils essaient d'avoir des relations pour leur population, des relations économiques, et plutôt d'améliorer leurs relations avec les voisins, en tout cas en ce qui concerne au sein de la zone franc. Donc je vois pas tellement, à moins que voilà, du jour au lendemain, ils créent on voit bien même l'initiative africaine, qui est une initiative un peu de la sécurité de la région, on voit que ça patine. Donc, je vois pas tellement d'effet réel de cette déclaration. Bien. Deux petites questions pour vous avant de vous laisser partir, Monsieur Glaser. On sait bien que les chefs d'État de la sous-région qui étaient réunis à Bissau ont fait le constat que les trois pays en transition, en tout cas les autorités des trois transitions, au Mali, au Burkina et en Guinée, ont récemment refusé de recevoir des émissaires de la CEDEAO. Quelle explication, quelle analyse vous avez par rapport à cette situation? Est-ce que c'est une forme de défiance qu'opposent ces trois pays en transition à la CEDEAO, à l'institution CEDEAO? Et puis, on sait bien qu'à Bissau, il y a eu des discussions autour de l'installation d'une force de la CEDEAO, une force pour deux objectifs, pour lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO, mais aussi intervenir, si nécessaire, dans les États en transition pour rétablir l'ordre constitutionnel.
quel crédit peut-on donner à l'éventualité de l'installation d'une telle force de la CEDEAO? Quelle chance? Franchement, pour l'instant, je ne la vois pas. Mais effectivement, si le Nigeria, parce que quand même, faut pas quand même oublier que le Nigeria, c'est vraiment la puissance sécuritaire régionale. Est-ce que ils ont bien sûr des moyens absolument énormes? Ils ont déjà prouvé au cours du passé que ils sont intervenus dans des pays voisins en tant que force comme ça régionale africaine. Ceci dit, compte tenu de la complexité actuellement dans toute cette région, et je pense que les trois pays concernés, ils sont toujours sur une ligne nationaliste et souverainiste quand ils n'accueillent pas des représentants de la CEDEAO. Je vois pas tellement d'évolution à court et à moyen terme. Et encore une fois, ça dépendra du Nigeria, mais le Nigeria peut pas non plus faire la pluie et le beau temps. Encore une fois, tant que, à mon avis, il faut vraiment, moi je suis évidemment toujours en train de regarder l'économie et la monnaie, tant qu'il n'y a pas vraiment une intégration régionale monétaire, les marges de manœuvre sont beaucoup plus étroites que ce qu'au-delà des déclarations comme ça, un peu tonitruantes. Donc, en définitive, si on vous suit très bien, la CEDEAO doit se résoudre à faire le constat que ces trois transitions peuvent lui échapper. Dans la période actuelle, oui, quand vous voyez, en fait, enfin là, je vais pas m'éterniser, mais si vous voulez, il faut vraiment comprendre, quand vous voyez déjà ce qui s'est passé avec la mission des Nations Unies au Mali, vous voyez comment ces pays, sur une base souverainiste, nationaliste, ils renvoient même les Nations Unies, vous pensez bien que c'est déjà pas au niveau de la CEDEAO, on est déjà à un autre niveau. Très bien. Monsieur Antoine Glaser, journaliste, écrivain, un grand merci à vous. Merci d'avoir contribué donc, à comprendre le dernier sommet de la CEDEAO. Merci d'avoir pris la parole chez nous. Merci à vous. Merci. Bonne journée. À très vite.